J'espère que vous allez tous bien et je vous retrouve sur Séphiroth et compagnie pour reparler du phénomène d'emprise parce qu'en fait comme je travaille essentiellement avec des inclassables, eh bien ça va répondre très probablement à une sensation que vous connaissez et qui effectivement est de l'ordre de l'emprise, qui est un enfermement très puissant. Et je pense que dans les temps que nous vivons, c'est un sujet finalement beaucoup plus courant que ce qu'on peut penser. Alors ça va naturellement beaucoup concerner les gens qui ont connu des manipulateurs ou des pervers narcissiques ou des etc. Mais pas que. Et c'est ça aussi tout je dirais l'intérêt, c'est que ça ouvre sur un phénomène qui peut parler sans avoir été spécifiquement confronté à la perversion narcissique. Alors, première chose, je vais partir du travail de Paul-Claude Récamier, qui était donc psychanalyste, psychiatre, et qui est le père de cette appellation perversion narcissique, avec un certain nombre donc, de critères qu'il avait pu établir chez notamment donc, on va dire les victimes de pervers narcissiques, et qui va expliquer une chose extraordinairement importante, qui est que les gens qui vivent cette emprise-là, ce sont des personnes qui ont très souvent été confrontées dans l'enfance, la plupart du temps au travers d'un parent, à un deuil qui a été dénié. Et il va expliquer une chose. C'est quoi ce deuil dénié? Le deuil peut être un deuil effectif, personne de l'entourage qui a disparu. Le deuil peut également être un deuil d'une réalisation que la personne aurait aimé faire, le parent aurait aimé avoir dans sa vie et qu'il n'a pas eu. Le deuil d'un événement qu'il a été amené à vivre et qui l'a beaucoup marqué. Et voilà. Sauf que on a tous comme ça des deuils à faire dans nos vies sur le fait que notre parcours il n'a pas été forcément ce qu'on aurait rêvé. Ça peut être le deuil de ne pas avoir rencontré le grand amour et d'avoir eu finalement un couple pas terrible, bon, voilà, et débouchant ou non sur un divorce d'ailleurs, mais en tout cas le deuil d'aimer, le deuil d'être aimé, ce genre de choses. Et que le problème, c'est que chez la personne qui va faire vivre un petit peu l'enfer à son entourage, eh bien, ce deuil est dénié. C'est-à-dire qu'en fait, la personne ne fera jamais le deuil. Elle va même pas se dire ou se rendre compte qu'il y a là quelque chose auquel elle a dû renoncer et que il fallait qu'elle fasse un travail et qu'elle a refusé de faire le travail. C'est pour ça d'ailleurs que chez notamment les pervers narcissiques, il n'y aura jamais de remise en question, il n'y aura jamais d'explication. On sait très très peu de choses de leur vie, ils en parlent très très peu. Pourquoi ? Parce que justement, ils sont dans ce déni du deuil. Déni, par exemple, de ne pas avoir été aimés dans l'enfance comme ils auraient aimé l'être, de ne pas avoir eu les parents qu'ils auraient aimé avoir, de ne pas avoir... le pervers narcissique va être systématiquement de cette manière dans une espèce de rejet de la responsabilité. Le déni du deuil va impliquer une attitude, puisqu'il renie bien le deuil dénié au pervers narcissique. Et donc, en fait, il va y avoir une attitude où il va avoir besoin de combler, parce que de toute façon, ce deuil-là, il n'a pas pu disparaître. Le deuil qui aurait dû être fait, qui n'a jamais été fait, n'a pas pu disparaître. Et donc, comme dirait Camille, ça va finalement impacter la psyché, mais très très en profondeur et énormément dans l'inconscient. Le résultat de ça, c'est que ce deuil dénié va entraîner une attitude où d'abord tout va tourner autour de la personne et qu'il va avoir besoin d'être comblé par quelque chose. Puisque il y a cette profonde tristesse inconsciente, mais qui est bel et bien là, qui peut d'ailleurs confiner à des attitudes de dépressifs profonds, même si c'est masqué. Et donc, le pervers narcissique, mais même sans être pervers, une personne qui est dans le déni du deuil, elle va avoir tendance à vouloir que l'autre vienne combler finalement cette espèce de béance, ce vide intérieur absolument terrible. Alors je vais prendre des exemples extrêmement concrets.
Ça peut être une personne, un parent qui n'a pas eu, soit effectivement qui a eu et qui a vécu un deuil, comme on le disait, tout à fait effectif, soit qui a dû renoncer à certaines choses dans sa vie. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait aimé avoir, notamment une femme, parce qu'elle a eu des enfants, parce que voilà, ça s'est pas passé comme elle aurait voulu, et que finalement, elle va reporter en fait la responsabilité de ce qu'elle considère inconsciemment comme un échec, et quelque chose qu'elle aurait dû avoir et qu'elle n'a pas eu, et elle va reporter la responsabilité à l'extérieur. Ça peut être le fait d'une incapacité à vivre, un parent qui est constamment dépressif et qui reporte en permanence sur l'enfant la responsabilité finalement de le combler, de le contenter. Qu'est-ce que ça va créer chez la personne en face? Et dans mon exemple, l'enfant. Ça va faire que du coup, l'enfant va se sentir, lui, en responsabilité vis-à-vis de son parent d'aller combler ça. Le vide, la béance, tout le travail que le parent n'a pas fait, eh bien, inconsciemment, l'enfant va se dire, donc c'est à moi, en fait, de prendre la responsabilité de rendre mon parent heureux, de combler cette béance-là, ce qu'il n'a pas eu et qu'il n'arrive pas à dépasser. Et donc, ça va créer la relation extrêmement pathologique, une relation de créancier-débiteur. Et ce qui m'a interpellée, c'est que Récamier parle de dette et que j'ai retrouvé cette notion de dette chez Rabbi Nachman de Breslev et que du coup ça a ouvert des champs absolument incroyables pour sortir de l'emprise. Voilà. Et donc cette notion de dette, c'est quoi? C'est que chez l'enfant, étant donné l'attitude du parent, le parent le mettant en responsabilité de venir combler, l'enfant va penser, lui, qu'en fait, il est en dette vis-à-vis de son parent. C'est à lui de faire, c'est à lui, quelque part, de rembourser une espèce de... Oui, c'est une dette invisible. C'est quoi cette dette? C'est l'attente du parent. L'attente, et la plupart du temps, le parent qui est dans cet état-là, en fait, tout tourne autour de lui. Il est dans des exigences terribles. Il est dans des projections terribles aussi vis-à-vis de l'enfant. Et donc, l'enfant va devenir un objet pour combler ce trou et ce vide intérieur. La notion de dette, pourquoi est-ce qu'elle va être primordiale? Parce que chez celui qui a vécu ça, va se développer une attitude où il va être constamment à l'écoute de l'attente de l'autre. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que, par exemple, les victimes de pervers narcissiques, ce sont des gens extraordinairement empathiques? Ben justement parce que quand dès l'enfance on a connu un parent et que ce parent-là, il a tout fait tourner autour de lui, qu'il a été finalement dans cette forme d'incapacité de regarder une autre personne que lui-même, l'enfant va, lui, se programmer, être dressé, parce que c'est vraiment un dressage, à être aux aguets pour savoir comment faire plaisir aux parents et comment répondre à l'attente d'eux. Le souci là-dedans, bon déjà c'est une relation perverse, c'est une relation pathologique. Le souci là-dedans, c'est qu'il va penser, et son mode de fonctionnement vis-à-vis du monde entier va se jouer sur cette posture-là. C'est-à-dire, systématiquement, quand j'ai une personne en face de moi, ça veut dire que il y a une dette, j'ai une dette à combler vis-à-vis de l'autre. Il va falloir que moi j'apprenne à le contenter, il va falloir qu'il soit content de moi, et donc en fait je me mets débiteur vis-à-vis du monde entier. Alors, outre le fait que, d'abord, vous imaginez la puissance d'une posture pareille. Pourquoi est-ce que autant de gens qui ont vécu des choses comme ça me disent je me sens nul, je me sens incapable, j'ai l'impression d'être une merde? Pourquoi est-ce que les victimes de pervers narcissiques ont une espèce de chute vertigineuse de cette sensation de leur valeur, de leur dignité, la valeur de qui elles sont, de leur identité profonde, de leur lumière, etc., etc. C'est à cause de ça. C'est parce que étant donné qu'elles sont mises à un but complètement inatteignable, parce qu'on est bien d'accord que de toute façon, déjà, on ne peut jamais combler personne. Ce n'est pas notre rôle, c'est pas à nous de le faire. C'est à chacun de prendre responsabilité de son truc. Mais qu'en plus, étant donné que c'est un puissant fond chez ces gens-là,
Eh bien, la personne qui va être en face, eh bien, j'ai pris une image. C'est comme finalement l'injonction de se dire, allez, bah, va vider l'océan Atlantique. Allez, avec tes petits bras, vas-y, et puis, parce que c'est ça qui va me contenter. On se doute bien que de toute façon, jamais, même pas en rêve, on videra l'océan Atlantique. Donc de toute façon, l'autre va se maintenir dans son insatisfaction perpétuelle, et que nous, on va s'épuiser, s'épuiser. Pourquoi est-ce qu'on appelle les pervers narcissiques ou les manipulateurs des vampires énergétiques? C'est à cause de ça. Et donc le seul moyen de sortir de cette emprise ou de ce mode de fonctionnement relationnel, et encore une fois, c'est pas forcément que des pervers narcissiques qui vont fonctionner comme ça. Ça peut être tout simplement des gens profondément malheureux et égoïstes, qui n'ont pas forcément, je dirais, l'étiquette pervers narcissique, parce que pour être pervers narcissique, il faut répondre à un certain nombre de critères, et j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais chez les pervers narcissiques, je dirais que c'est un archétype, c'est le summum dans la façon de vivre cette chose-là. Pour sortir de ce phénomène d'emprise et pour réussir, je dirais, à se désendetter, en fait, il va falloir prendre conscience qu'on est déjà systématiquement, et on se met en posture, nous, de répondre à des attentes imaginaires comme si on était en devoir de combler. Comme si on était en devoir, effectivement, de régler une dette qui n'existe pas à chaque personne qu'on croise. C'est-à-dire, et une première chose, ça va être de se dire une bonne fois pour toutes, en fait, je ne dois rien à personne. D'ailleurs, je vais vous dire que ce mode de fonctionnement, il est d'autant plus pervers que quand on se met dans cette posture-là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais de don, il n'y a jamais de générosité. C'est de toute façon parce que j'ai contracté une dette phénoménale vis-à-vis du monde entier, dette qui n'a pas de fond, que je vais devenir l'esclave de tout le monde parce qu'en fait, je suis sans arrêt en train de rembourser un truc et que au fur et à mesure que je le rembourse, ma dette, elle grossit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Le phénomène d'emprise se situe à cet endroit. Donc, dans la posture, et c'est pour ça que j'appelle ça une posture d'esclave, véritablement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne à l'origine qui nous a fait croire qu'on était effectivement débiteurs. Parce qu'il y a une personne qui s'est positionnée comme une espèce de créancier tout puissant et qui a dit mais tu me dois finalement de me remplir, tu me dois de venir combler ce que moi j'arrive pas à combler. Comprendre ça, c'est une étape absolument indispensable pour commencer à je dirais, effacer les dettes. Et surtout, à un moment donné, ça va beaucoup plus loin, c'est de se rendre compte que finalement le débiteur, c'est pas nous. Nous, on est créanciers de centaines, de milliers de dettes, je ne sais pas de combien, mais en fait, énormément. Pourquoi ? Parce que le vrai débiteur, c'est l'autre. Et donc, il y a une espèce d'inversion qui est malheureuse, malencontreuse, je dirais. Et pourquoi est-ce que les victimes de pervers narcissiques ont beaucoup de mal à s'en sortir ? Parce que comme elles ont vu le PN ou le manipulateur, comme elles l'ont vu fonctionner à un niveau de victimisation permanent, terrible, épouvantable, eh bien en fait elles ont en horreur la victimisation. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se percevoir comme victimes. Et c'est pour ça qu'elles vont investir, surinvestir, et jusqu'à l'épuisement total. Et l'idée, c'est qu'il va falloir rendre à César ce qui est à César. Donc de se dire, en fait, l'autre est mon débiteur à des niveaux phénoménaux. Moi, je suis créancier de dettes de l'autre incroyable. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire que, puisqu'il y a eu ce phénomène d'inversion terrible, c'est donc l'autre qui est véritablement le monstre dans l'histoire, qui s'est fait passer pour la victime, il s'est déguisé, mais qu'en revanche, moi j'ai bel et bien été victime de quelque chose. Et du coup, effectivement, je suis rentrée dans ce système pervers de l'esclave qui doit tout à un maître. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important d'en arriver là à un moment donné ? D'abord de se rendre compte que cette posture qu'on a eue, c'était pas nous. Je vais le répéter parce que je pense que c'est très important. C'est pas parce qu'on a joué à ce jeu-là, qu'on est rentré dans le jeu de quelqu'un qui était tordu, que nous, on est tordu. Et que c'est notre identité profonde, c'est
d'être esclave ou c'est d'être débiteur de quelqu'un. Pas du tout, du tout, du tout. Et donc de réinverser complètement la vapeur et de se voir au contraire comme quelqu'un qui est créancier notamment de cette personne-là, mais souvent pas que de cette personne-là, parce que c'est une attitude qu'on a certainement rejouée avec énormément de gens, dont souvent, moi je vois des gens, ils ont vécu ça en tant qu'enfant avec un parent, et après ils le revivent avec un enfant. Parce qu'ils ont tellement donné à leur enfant que cette fois-ci il va y avoir un phénomène, un processus aussi inversé. Et du coup, c'est un enfant roi qui va considérer que son parent, de toute façon, lui doit tout. Et c'est double peine, je dirais. C'est-à-dire que dans ces cas-là, l'adulte, quand il était enfant, a vécu des abus et ce phénomène-là avec un parent, et après il va revivre des relations parfois, mais du n'importe quoi, chez des enfants qui se comportent avec des parents qui ont tout donné, qui ont été absolument adorables et qui ont essayé vraiment de faire pour leur mieux, et des enfants qui viennent et qui leur disent des horreurs absolues. Alors pourquoi est-ce que... Et en fait, le phénomène est très très compréhensible. Il est inversé, mais il est compréhensible. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? C'était simplement pour que vous ayez conscience que ce phénomène-là d'esclave à maître, il se rejoue, il se rejoue, il se rejoue. Et que sortir de l'emprise, c'est donc se reconsidérer comme, cette fois-ci, créancier. Après qu'on aille réclamer les dettes, je dirais, à la limite, on s'en fout. Avec un certain nombre de personnes, c'est plus notre problème. C'est juste de comprendre qu'on ne leur doit rien, en fait, à ces gens-là, et que c'est même l'inverse. Mais c'est surtout pour pouvoir après, quand on est dans une relation, et rétablir des relations saines avec les gens, comprendre que je ne dois rigoureusement rien à personne. La hauteur à laquelle je vais pouvoir partager avec l'autre, c'est uniquement en fonction de ce que moi je vais avoir envie de partager, de ce que l'autre va avoir envie de partager, de notre degré d'affinité, de notre degré de volonté, de bonne volonté à l'un et à l'autre, point à la ligne. Voilà. La mise en relief avec la notion de dette, eh bien, c'est une chose que je vais développer et que je vais développer en coaching. Je vais faire deux séances de coaching. Vous savez que je fais des groupes de coaching pour régler les choses très précisément dans la matière pour les gens qui ont connu ça. Et vous comprenez que donc on n'a pas besoin d'avoir eu affaire forcément à un pervers narcissique, mais tout simplement à un parent défaillant. Moi, je pense notamment à des parents qui se sont victimisés et qui ont fait porter finalement sur leur enfant cette posture de victime, soit au travers de la dépression, soit au travers de je râle tout le temps, tout le temps. J'ai des personnes qui ont connu un parent qui était systématiquement dans le fait de pourrir tout, de parler du monde sans arrêt en négatif, même de parler des frères et sœurs, de la fratrie en négatif, du conjoint en négatif ou de la conjointe, enfin bon voilà, vous avez compris. Il y a plein de modes d'expression de ça. Mais ça veut dire que quand, et si vous avez vécu ça, sachez qu'en fait derrière, la posture, elle doit être inversée. Il y a un travail à faire par rapport à cette chose-là pour recouvrer finalement, mais tout simplement, un relationnel normal d'être libre à un être libre. Voilà. Et de ne plus jamais développer comme ça et se créer des dettes imaginaires, se percevoir comme étant tenu d'aller combler l'autre en permanence. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc c'est intéressant pour vous de regarder dans votre vie si vous avez eu comme ça des personnages auxquels vous avez été confrontés, et ça ne vous a pas forcément d'ailleurs vous impacté très directement, mais ça a pu impacter un frère ou une sœur chez vous, ça a pu impacter une amie, voilà, pour mieux comprendre aussi et concevoir pourquoi est-ce que ça, et à quel point ça peut être perturbant, et mieux comprendre certaines personnes de votre entourage ou vous-même, et puis derrière de pouvoir complètement sortir de ça pour, je dirais, déjà se détacher du deuil qui n'a pas été fait chez l'autre. Alors vous savez que dans la tradition hébraïque, on parle beaucoup donc des tikkunim, des réparations, et notamment des réparations opérées dans le transgénérationnel.
Ça fait partie des réparations majeures. Pourquoi, dans l'époque dans laquelle on traverse, il y a énormément de cas de ce type-là? Pourquoi ça sort? Je dirais ça champignonne, entre guillemets. Eh bien, tout simplement parce que dans les temps de délivrance que l'on vit, il y a des Neshamot, des âmes qui s'incarnent, qui ont une assez grande lumière et qui n'ont pas encore trouvé ce chemin de libération, qui n'ont pas réussi au niveau individuel, j'entends, à se départir de cette mentalité d'esclave. Et que, très souvent, Hachem va s'y prendre comment? Dieu va mettre ces gens-là pour faire en sorte qu'ils sortent de cette mentalité d'esclave. Il va aller les mettre dans cette ambiance-là et ce phénomène extrêmement mesquin, restreint, resserré, pour que la personne, elle arrive à trouver la porte de sortie. C'est comme le bouchon de champagne, quoi, qu'elle fasse péter le truc et que ça y est, elle accède enfin à sa délivrance, qu'elle accède enfin à sa liberté et qu'elle sorte de cette mentalité. C'est pour ça que Rabbi Nachman parle de ce phénomène-là, d'une dette, et il dit qu'il y a eu une période, même très clairement dans l'histoire de l'humanité, où il y a énormément de gens qui ont contracté en fait des dettes de cette manière-là. Alors, vous comprenez bien, parce que ça peut ne pas être dans cette incarnation-là, ça peut même être aussi dans des incarnations précédentes. Et quand on est dans cette mentalité d'esclave, ça veut dire que de toute façon, on est endetté. Et qu'il y a à sortir de cette chose-là. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais parce qu'en fait, l'enjeu de tout ça, c'est soit d'achever le cycle de réparation et donc éventuellement de ne plus avoir à revenir en réincarnation pour réparer, soit je dirais d'avancer suffisamment pour éventuellement voilà, accomplir les missions qu'on a à accomplir. De toute façon, tout ce qu'on a accompli, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on fait ce tikkun-là, cette réparation-là. Parce que tant que ça c'est pas fait, vous comprenez bien que Dieu ne peut pas servir de personnes qui ont encore cette mentalité d'esclave, parce que c'est dangereux. Ce serait les mettre dans des situations extrêmement dangereuses. Il faut assumer qui on est, assumer cette liberté avant de pouvoir se lancer. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, donc 2 séances de coaching qui auront lieu respectivement le mercredi 19 mars et le mercredi 2 avril. Normalement, je ne me trompe pas, je vérifie, mais je crois que c'est bien ça. Ouais, c'est ça. 19 mars, 2 avril à 19h via Zoom. Et donc, en fait, le but étant de faire péter la bouteille, le bouchon de champagne, et puis de quitter cette mentalité d'esclave. Ce qui est quand même... voilà, les sages expliquent que quand les Hébreux ils sont sortis d'Égypte, donc qui représentent tout le pays de l'esclavage, etc., eh bien, c'est pas parce qu'on sort du pays de l'esclavage que la mentalité de l'esclave, elle n'est pas encore dans la personne, et que donc il y a là tout un tas il y a des étapes à franchir, mais il y a des choses qui peuvent radicalement changer votre vie par rapport à ça, vous aider à trouver votre place, à prendre votre place et à vivre, je dirais, une rassurance intérieure profonde, parce qu'en fait, j'entends beaucoup parler de travail sur l'estime de soi, etc., etc. Le gros souci, c'est que tant qu'on a une mentalité d'esclave, même pas la peine de chercher l'estime de soi. On ne la trouvera jamais. Jamais. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ça. Puis si le sujet vous intéresse, eh bien, nous rejoindre durant les séances de coaching. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye à vous.